quoi? C'est poser le décor. Alors on a eu 2 panels d'introduction ce matin qui ont expliqué que sur le continent, on avait une volonté globale, une volonté de développer le tourisme, une volonté de développer l'hôtellerie, de développer les échanges, et que les chiffres étaient là. STR nous a présenté des chiffres encourageants dans pas mal de pays. Alors évidemment, tout ça, ça suscite des questions et ça appelle un partage d'expérience. C'est ce qu'on propose de faire autour de ce panel qui a un cadre assez générique, mais c'est bien sa fonction, autour de 2 thèmes. Un premier thème qui va être d'identifier les opportunités régionales et un second thème qui va être d'identifier les difficultés qui se posent et la manière dont nos panélistes, les chaînes hôtelières, déploient des solutions pour essayer de réduire au maximum ce qui est la préoccupation numéro 1 des investisseurs, à savoir le tableau de risque. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je voulais déjà vous dire que l'Afrique francophone, au fond, c'est un territoire. Ce n'est pas un concept flou, c'est quelque chose qui existe. En gros, on a un territoire qui commence quelque part à la Tunisie et qui se prolonge tout au long de la Corne de l'Afrique et qui va finir au Congo, au contact de l'Angola. C'est un espace extrêmement important, extrêmement divers. On va d'un climat méditerranéen au travers de quelque chose de désertique, du subtropical, et on finit avec de la forêt équatoriale. Il n'y a pas grand-chose de commun dans ce territoire. C'est pour ça qu'il faut le lire de manière un peu plurielle. Et une façon de le lire de manière plurielle, c'est de le découper dans des ensembles qui sont homogènes. Et certainement, dans cet ensemble francophone, il y a 3 entités qui se détachent. La première, c'est l'Afrique du Nord, le Maghreb. On va commencer sur ce thème. Et au sein du Maghreb, on insistera sur le rôle particulier du Maroc. Ensuite, on parlera de la zone ECOWAS, et notamment de l'intérêt particulier de cette zone à avoir une stabilité monétaire par rapport à d'autres pays de la côtière, comme par exemple le Ghana ou le Nigeria. Et puis enfin, on atterrira sur l'Afrique centrale, là aussi pour évoquer les opportunités. On évoquera sans doute les segments qui peuvent présenter un intérêt particulier pour le développement sur le continent. Je parle de segments de produits. Et donc, pour commencer, j'aurais voulu rentrer, alors est-ce que c'est parce que c'est le premier pays alphabétique sur la liste? J'aurais voulu, sur la partie Afrique du Nord, qu'on puisse poser un regard sur l'Algérie. Parce que l'Algérie, c'est un peu le pays, comme l'Afrique en général, c'est toujours le pays de demain. Alors, c'est toujours le pays de demain où il y a un énorme potentiel, et en même temps qui cristallise un certain nombre de difficultés, de complexités. Alors j'aurais voulu que Karim, qui est assez présent sur ce pays, ça a été montré d'ailleurs, puisse nous dire un peu ce qu'il en pense et partage sa vision de l'Algérie. Merci Philippe. En Algérie, pour nous, pour le groupe Marriott, on était leader depuis 1998 avec l'ouverture de l'hôtel, je pense personne, je vais prendre ça. Okay. Bon, je répète. Bonjour tout le monde. Pour l'Algérie, Marriott International, avec la marque Sheraton, qui est venue comme Legacy Starwood après la fusion avec le groupe Starwood, a commencé en 1998. Aujourd'hui, on a 7 hôtels en opération. On est le leader dans le marché en tant que présence et on a 8 hôtels en construction. C'est vrai, c'est un marché pour nos promoteurs, mais aussi il a ses défis, comme tous les autres marchés en Afrique. On a plutôt mis notre priorité pour l'Algérie pas sur le balnéaire, mais plutôt sur les hôtels de ville et le corporate, c'est les hôtels d'affaires. Donc ça, c'est plutôt notre priorité pour l'Algérie. On reviendra en détail, bien entendu, sur chacun des pays
au travers des ateliers qui seront développés. Je crois que c'est intéressant de noter qu'il y a un prisme, par exemple, qui est pris sur l'Algérie, sur des hôtels d'affaires. Alors, pourquoi des hôtels d'affaires et pas des hôtels de tourisme? Et ça m'amène à faire une transition un peu toute faite sur la Tunisie. Donc j'ai envie de demander à Ramsey, qui opère depuis pas mal d'années des hôtels en Tunisie, quel est son regard sur le pays, et notamment sur la dichotomie hôtel-resort et hôtel, évidemment, d'affaires. Bien sûr, et puis on peut aussi faire référence à la présence qu'on a eue ce matin avec l'Agence foncière de Tunisie. Maintenant, la Tunisie était vraiment connue sur un tourisme balnéaire de loisirs, autant plutôt, on va dire, de masse et de volume, où nous, on était positionnés à travers Djerba et Hammamet. Aujourd'hui, nous, on n'a plus du tout une priorité balnéaire, mais on a une réalité, une priorité de la capitale de Tunis. Donc on a annoncé l'année passée le premier parking by Radisson en positionnement 3 étoiles sur la capitale, et on annoncera bientôt effectivement d'autres unités sur la capitale. Donc aujourd'hui, nous, on voit vraiment l'opportunité de Tunis comme une évolution économique du pays, mais moins sur le balnéaire parce que déjà effectivement assez saturé. D'accord. Donc on reste confiant sur les... Bien sûr, si on regarde les chiffres, par exemple, on l'a dit ce matin, sur les 2 dernières années et principalement sur 2018, même pour nous-mêmes, on a vu effectivement une relance énorme sur les performances, principalement liée à l'aviation, à la réouverture des lignes et du charter. Donc ça, c'était quelque chose qu'on a fait de bienvenu. Et puis, il y a eu un renforcement politique et public pour justement accélérer cette relance. Et effectivement, dans tout marché, je pense qu'on le sait, la consommation, elle évolue elle-même. Et donc, on a eu la substitution du marché européen avec le marché algérien, pour parler de l'Algérie, qui était un des plus gros consommateurs en Tunisie ces 2 dernières années. Oui, donc ce sont des marchés qui évoluent, mais pour lesquels on reste centré quand même sur de l'hôtellerie d'affaires. Parce qu'on sait qu'on a eu beaucoup de velléités de divers groupes privés algériens qui voulaient lancer du resort. Et ça m'amène là aussi à une transition sur le Maroc. Et donc on va entendre Reda et Ferraz sur le sujet. C'est quand même la question de la saisonnalité. Puisque la Méditerranée... La Méditerranée reste quand même, au plan climatique, à différence d'endroits comme ici, comme Marrakech, soumis à des aléas climatiques qui ne rendent pas possible une exploitation harmonieuse tout au long de l'année. Alors on voit au sein d'un pays comme le Maroc, on voit d'ailleurs ces différences climatiques qui ont donné lieu à des fortunes diverses en fonction des développements qui ont pu être faits. Reda, est-ce que vous pourriez un peu recadrer ou expliquer votre vision aujourd'hui de la carte des opportunités au Maroc? Merci Philippe pour la question. C'est vrai que le Maroc est un peu un cas particulier sur l'Afrique du Nord parce qu'il est très en avance en termes de maturité et il est très complet en termes d'offres de tourisme. Et l'ASMIT l'a bien mis en exergue ce matin. On a sur le Maroc la possibilité de développer du tourisme d'affaires sur des villes comme Casa, Rabat, Tanger, la possibilité de développer aussi du tourisme de loisirs sur des destinations comme Marrakech, en faisant quand même une aparté sur l'excellent travail qui a été fait par les autorités, par l'ONMT, par le CRT de Marrakech, puisqu'aujourd'hui Marrakech est devenu une marque à part entière. On dit on va à Marrakech, on ne dit pas on va au Maroc. Et ça montre en fait tout le positionnement et tous les efforts qu'on fait sur cette ville et sur lesquels on profite en termes d'opportunités de développement. Agadir aussi est un potentiel de développement important. Et Essaouira, la côte méditerranéenne aussi. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui Accor est présent à travers 38 hôtels en opération parce que le Maroc offre des possibilités de développement et un potentiel assez important. Aujourd'hui, on a plus de 12 millions de tourisme. Comparé à l'Algérie, qui est à peu près à un peu plus de 2 millions, ou la Tunisie qui a dépassé les 8 millions, on voit qu'il y a un vrai décrochage sur le Maroc et qui offre énormément de potentialités. Alors ça, c'est un point très intéressant parce que, au fond, l'idée que le Maroc soit un pays pluridestination, ça sous-tend aussi l'idée qu'il est un pays pluriproduit ou multi-opportunités, comme on voudra. On a bien peu de pays en Afrique qui peuvent être, comme on pourrait dire, des pays à réseau. Je veux dire des pays hôteliers avec suffisamment de potentiel national pour y déployer un réseau d'hôtels et une profondeur de gamme importante, c'est-à-dire au moins 3 segments de gamme.
Je crois que le Maroc rentre dans cette catégorie. Juste un point sur la comparaison qu'on est en train de faire entre le Maroc et l'Algérie qui est important de souligner parce qu'il y a aussi le rôle public, c'est qu'aujourd'hui l'Algérie a une restriction au niveau de la visa. Donc aujourd'hui pour rentrer en Algérie il y a des difficultés parce qu'il y a une obtention de visa qui est nécessaire. Le Maroc ne l'a pas. Le Maroc aujourd'hui a été, comme Reda l'a bien dit, proactif sur la démarche même d'accueillir un marché chinois qu'on connaît tous, qui est un marché aujourd'hui extrêmement en hausse. Donc effectivement l'Algérie, si elle veut augmenter ses chiffres, c'est la même réflexion qu'il faut avoir aujourd'hui, se positionner, à savoir comment on accueille ce marché-là, à travers la bureaucratie ou à travers les visas. Très Je clairement. pense, Philippe, pour ajouter sur la comparaison entre le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, je pense que c'est 3 différents marchés. Géographiquement, ils sont l'un à côté de l'autre, mais il faut voir l'histoire. La Tunisie a commencé le tourisme des années 60. Aujourd'hui, le parc hôtelier il est vieux et il dépend vraiment des tour opérateurs. Donc c'est lui qui ramène les avions, qui ramène les clients, c'est lui qui est le roi, qui met le prix, le tarif. Le tourisme de marque, les branded hôtels, tout ça, les opérateurs internationaux, ils ne sont pas vraiment présents en Tunisie comme ils sont au Maroc. Maintenant, c'est vrai, la saisonnalité en Tunisie, elle est meilleure, les plages et tout. Le Maroc, c'est un très beau pays, mais je pense qu'il faut parfois, c'est juste mon avis personnel, il faut repenser la stratégie de développement au Maroc et surtout ne pas mettre $1 milliard d'investissement sur un marché de 1 mois de soleil et plutôt regarder des zones comme Agadir, où là, on a 10 mois de soleil et il faut des grandes unités avec capacité de 400-500 chambres pour que le tour opérateur... Moi, j'ai beaucoup d'amis, des connaissances tour opérateurs qui hésitent à venir encore à Agadir. Il y a tous les atouts, mais il n'y a pas la capacité là-bas. Donc, je pense qu'il faut repenser un peu où investir. Mais il n'y a aucun souci. Je pense aujourd'hui, le Maroc, c'est un hub pour toute l'Afrique. Et je pense que le développement que le Maroc a fait, surtout l'infrastructure, vu la proximité géographique et linguistique avec l'Afrique de l'Ouest, mais surtout le développement, qui est vraiment très différent de la croissance, et que toutes les multinationales donc, utilisent comme une base pour lancer leurs affaires vers l'Afrique. Je pense qu'il n'y a pas de souci pour le tourisme d'affaires, mais le balnéaire, c'est vraiment à revoir la stratégie et bien repenser où mettre l'investissement. Comme ça donnera aussi plus de confiance aux banques. Je voudrais juste rajouter... Pardon, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Non, juste pour rebondir en fait sur ce que Karim a dit, je pense que si on amène un petit peu le point de vue investisseur à cette table, c'est que la région définitivement est en train de remonter. Il y a une vague de positivité qu'on ne peut pas renier et c'est quelque chose qui donne beaucoup de confiance. Mais je pense qu'il y a quand même une concentration sur les zones où on est sûr que ça va marcher, parce que si on analyse un petit peu le risque, et c'est pour ça que je pense que le voyage d'affaires est maintenant vraiment un petit peu ce qui est considéré comme l'investissement le plus safe, entre guillemets. Et c'est pour ça que je pense que des villes comme Tunis, Casablanca, Rabat, ça va très bien marcher, mais je pense qu'il faudrait juste voir un petit peu comment faciliter les investissements hôteliers qui ont besoin de place dans des villes qui sont si denses, en fait. Vous faites allusion au problème foncier à Casablanca, par exemple. Je ne dirais pas que c'est un problème foncier, je dirais que c'est un problème d'auteur, peut-être. Parce que voilà, faire un hôtel, ça prend beaucoup plus de place que les gens ne pensent, je pense. Et puis ensuite, donc, faciliter un petit peu la montée en étage, je pense que c'est quelque chose qui nous aiderait à tous de pouvoir développer beaucoup plus l'hôtellerie dans ces villes un petit peu denses, en fait. Reda ? Je souhaitais juste ajouter et mettre en lumière l'un des éléments qui a permis aussi au Maroc de développer le tourisme, ça a été l'open sky. Et le fait d'ouvrir le ciel aérien a permis justement d'augmenter la desserte aérienne et de permettre justement de ramener, de driver de la clientèle de manière importante, de viser plusieurs marchés. Et c'est ce qui a permis d'émerger une clientèle loisir, contrairement à d'autres destinations qui ont du mal justement à développer le côté loisir dû à la problématique de l'aérien. Alors, ça, c'est des points fondamentaux. Hein. Politique de visa, open sky et des conditions d'héliotropisme et de climat, on va dire, qui permettent une saisonnalité raisonnable, c'est-à-dire pas 4 mois dans l'année. Donc ça, c'est quand même 3 conditions de base pour une ouverture touristique qui soit un succès. Pour capitaliser sur ce qu'on disait sur le Maroc,
il y a quand même un fait, c'est que c'est le pays le plus développé de l'espace francophone. Et qu'en ça, il est la porte d'entrée et le catalyseur d'investissement, d'innovation qui s'étendent à l'espace francophone dans son ensemble. En fait, si on regarde de près, il y a l'espace anglophone où domine l'Afrique du Sud et l'espace francophone où domine le Maroc. Quand on parle du Maroc dans ce contexte-là, on ne parle pas simplement du Maroc, mais on parle du Maroc comme plateforme d'investissement capable de catalyser des flux vers le reste du continent francophone. Alors, ça veut dire la RAM et l'aéroport de Casablanca en tant que hub aérien, ça veut dire des développeurs immobiliers qui ont grandi par la promotion immobilière, le logement social ici, et qui vont se développer au travers de compartiments d'actifs immobiliers ailleurs sur le continent. Ça veut dire le secteur banque-assurance qui a largement pénétré l'espace de l'Afrique francophone, Attijari Wafa, BMCE, tous ceux que vous connaissez, et plus une politique extérieure du Maroc qui facilite des flux à l'export. Donc le Maroc est un acteur majeur du développement hôtelier international en espace francophone sur le continent africain. Autre point qui paraît tout bête, mais à force d'oublier des points bêtes, on finit par passer à côté de l'essentiel, c'est la proximité géographique. C'est-à-dire que c'est le Maroc et l'espace francophone par prolongement, c'est l'Afrique proche. C'est-à-dire c'est l'Afrique la plus proche des marchés émetteurs européens. Il faut 4 à 5 heures de vol pour aller à Dakar, il en faut au minimum 8 pour aller à Nairobi. Donc depuis Paris ou depuis Londres ou depuis Madrid. Donc ça, c'est des faits qui sont assez structurants. Alors, ça m'amène naturellement à ouvrir la discussion sur l'Afrique subsaharienne et notamment la zone ECOWAS. Et j'avais envie donc de faire réagir nos panélistes sur un pays dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est aujourd'hui une star des performances hôtelières, c'est le Sénégal. Alors, qui voudrait donner un commentaire particulier sur le Sénégal? Est-ce que Ramzé? Et juste pour revenir sur l'analogie que vous faisiez sur, on va dire, les capitaux qui sortent du Maroc, un exemple concret pour nous, avant même de rentrer sur le Sénégal, c'est Abidjan, où aujourd'hui un grand groupe marocain est un partenaire avec nous à Abidjan sur le premier Radisson Hotel sur le plateau à Abidjan. Donc c'est vraiment pour vous montrer qu'effectivement il y a une vraie force de frappe à travers les acteurs marocains au sein de l'Afrique francophone. Sur le Sénégal, aujourd'hui, on a 2 unités, le Radisson Blu qui est finalement, on va dire, la référence première du marché hôtelier sur Dakar, et le Radisson qu'on a ouvert à l'aéroport récemment, donc nouvelle marque en positionnement 4 étoiles. Donc on est d'accord de dire que si on regarde sur l'Afrique ECOWAS, Abidjan et Dakar sont 2 zones économiques fortes, et finalement Dakar premier lieu par rapport à la stabilité politique. Donc pour nous, c'était effectivement une priorité qui était assez facile de comprendre vis-à-vis de cette stabilité-là, mais aussi d'un essor économique. Donc on voit une capacité pour nous sur notre stratégie de créer une masse critique à terme, sur un plan de 3 à 5 ans, de probablement rajouter 4 à 5 unités sur multimarques au sein même de Dakar. Oui. Alors Dakar et Abidjan, c'est 2 villes où vous considérez qu'on peut être multi-implanté. Parce exact. que on est à 7-8% de croissance économique. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui tempère cet optimisme? Parce que certains disent, mais au fond, Abidjan en particulier, les taux d'occupation ne sont pas aussi faramineux qu'on veut bien le dire, et il faut garder une certaine mesure, etc., etc. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir à ce sujet-là? Alors pour notre cas, en fait, on est divisé un petit peu différemment. Nous faisons très attention à avoir une présence locale, en fait, une présence dédiée pour pouvoir être proche de nos investisseurs, pour pouvoir vraiment comprendre comment travailler avec eux. Il y a Wessam Okasha qui est ici avec nous aujourd'hui, que je vous invite à tous rencontrer pour l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai eu une discussion avec lui. Nous, on se concentre sur Abidjan, Dakar et Addis Ababa.
en fait. Et il y a une certaine... similairement, je pense qu'on a trouvé des parallèles. Il y a un certain niveau de sécurité on est en train de prendre plus de confiance dans ces villes. Et malgré le fait qu'il y a des occupations basses, comme vous dites, le fait qu'il y a plus de confiance dans l'investissement est là pour pousser un petit peu l'investissement dans ces zones-là. L'économiste ce matin a évoqué d'ailleurs un point qui est important, c'est l'absence de risque de change. On a deux pays qui sont en zone CFA, parce qu'évidemment, ils mettent à l'abri au moins sur cet aspect du risque de change. On a tous en mémoire les mésaventures du Nigeria et du Ghana sur les années récentes, puisque les monnaies ont dévissé. Et des prêts contractés en dollars, on y reviendra, auprès d'organismes internationaux, créent une bulle financière qui est extrêmement préjudiciable à un développement hôtelier futur, puisque tout arrive à être gelé, les chantiers arrêtés, etc. Et c'est extrêmement préjudiciable. Reda, je reviens sur le Sénégal, la Côte d'Ivoire, où je sais que Accor est effectivement un acteur important. Quel regard porter sur ces deux marchés, quelle vision? Pour nous, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont des marchés stratégiques. On a été historiquement implantés avec des hôtels historiques, que ce soit le Sofitel Ivoire à Abidjan ou le Teranga, qui a connu récemment une fantastique complète rénovation pour une réouverture en Pullman. Ce sont des marchés qui sont assez différents. Autant sur le Sénégal, on est relativement stable d'un point de vue politique. Sur la Côte d'Ivoire, on a un élément risque qui est un peu plus important et qui peut freiner parfois les investisseurs, mais globalement, on reste sur une dynamique très très positive. Et sur Abidjan, on a un pipeline qui est assez intéressant. D'ailleurs, on va lancer très prochainement la construction de notre premier extended stay à travers la marque Adagio sur Abidjan. Alors bien sûr, comme nous en parlions en préalable à ce panel, il y a des challenges et quelques difficultés sur ces pays-là en termes de coûts de construction, en termes de coûts de développement, en termes de financement, qui ne sont pas faciles à avoir avec des taux relativement élevés. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard dans la discussion. Moi, je voulais, dans un premier temps, qu'on boucle un peu ce tour d'horizon régional. Donc, effectivement, pour aller dans le sens de ce que vous venez de dire, il y a le Pullman Abidjan qui a fait l'objet d'une rénovation récente et effectivement qui a retrouvé un positionnement tout à fait novateur dans le marché. Alors Karim, je sais que vous êtes moins aujourd'hui présent sur ces deux marchés que nos amis sur ces deux marchés de Abidjan et de Dakar, mais ça m'amène à vous poser une question sur la stratégie d'implantation dans la zone, parce que on a parlé de Dakar, d'Abidjan, certes, de marchés où il y a assez peu de doutes, au fond, pour dire il y a du potentiel hôtelier. Mais prenons des marchés un peu plus secondaires. Prenons, je ne sais pas, Niamey, prenons Bamako, prenons, etc. N'attend-on pas à une forme de limite si on se dit, au fond, il est légitime que chacun des grands acteurs majeurs de l'hôtellerie, peut-être les 5, 7 plus grandes chaînes mondiales, dispose d'une enseigne dans ces villes. On a notamment un forcing en ce moment qui se fait sur Niamey, pour rester dans notre secteur. Alors évidemment, si c'est pas moi qui me développe, disent les développeurs hôteliers, ça sera l'autre marque. Alors comment gérer cette situation-là? Comment ne pas aller trop loin? Et quelle attitude adopter par rapport à ces marchés un peu fragiles? Philippe, donc pour la stratégie de développement de Marriott, on n'exclut aucun pays, sauf s'il y a vraiment des problèmes géopolitiques, mais on pense toujours, il y a toujours, c'est cyclique, c'est un cycle, que ce soit économique ou bien géopolitique. Aujourd'hui, on est très optimiste pour le développement sur toute l'Afrique. On a 140 hôtels avec 24 000 chambres. On a 15 000 chambres en pipeline sur 68 unités, dont 13 d'ailleurs au Maroc, en construction. Et on ne va jamais exclure un pays, mais on mesure surtout, sur les effets commerciaux, on n'a pas de problème, mais on mesure surtout le risque, la sécurité de nos clients et de nos employés, et surtout le développement et l'infrastructure du pays.
On ne peut pas aller dans une destination où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'électricité, où on ramène l'eau pour l'hôtel dans des citernes. Donc vraiment, on mesure c'est quoi le risque qu'on a et on décide après sur la... On a Bamako, vous avez mentionné Bamako, qui ouvre cette année, qui a ouvert déjà. On a 3 hôtels au Sheraton, à Bamako, qui a ouvert. On a 3 hôtels à Abidjan, 3 hôtels signés, 1 en construction au Sénégal, à Dakar. Après, la même chose, ça revient... C'est vrai, il y a beaucoup d'hôtels et d'investisseurs qui veulent... Il y a des belles plages au Sénégal, à Dakar et tout, qui veulent faire du balnéaire, mais encore, c'est le... Je dis toujours le success story du Maroc. Je couvre 54 pays en Afrique. J'ai jamais vu une infrastructure comme l'Afrique du Sud et le Maroc, sur toute l'Afrique. Et c'est un travail laborieux de Sa Majesté et toutes les équipes et les secteurs privés et publics. Mais si je dois, étant franco-tunisien, envier quelqu'un, le Maroc, c'est l'infrastructure. C'est ça la base de développement. Et le Maroc, c'est le hub de l'Afrique du Nord ou l'Afrique francophone. C'est grâce à 2 choses. L'infrastructure, c'est pas seulement, on va dire, linguistique, proximité linguistique ou même proximité géographique, surtout l'infrastructure, mais aussi les relations géopolitiques ils sont ouverts. Et donc revenons à notre sujet de l'implantation, on regarde un projet, on décide toujours sur le risque et on avance. Ce que vous dites en somme, c'est que quels que soient les marchés, s'il y a une opportunité qui est déterminée par un site de qualité, un business model qui a été bien fait, etc., vous le regarderez. Ça suppose que malgré l'étroitesse de certains marchés, on est en droit d'attendre une poursuite en fait du développement sur le continent. Juste pour ajouter quelque chose d'important, on doit tous être fiers que les opérateurs internationaux, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui disent oui, je préfère gérer moi-même et tout, on voit le résultat à la fin, le risque d'investissement, les projets on dépasse les budgets et tout, mais à la fin, les opérateurs amènent un bon standard international et la qualité de produits dans ces destinations. Je pense, pour revenir sur la question de Niamey et sur la référence de Karim maintenant, c'est finalement une relation réciproque, c'est trouver le bon partenaire autant au niveau des opérateurs, mais autant finalement qualitatif des investisseurs, et c'est ce qui est crucial en Afrique, et ça on peut en parler vis-à-vis des challenges. Mais parlons de Niamey aujourd'hui, Niamey on a signé un hôtel justement au cours de l'année passée, qui ouvrira déjà cette année, donc c'est-à-dire qu'en moins de 12 mois, on était capable de finaliser la construction et la structuration de ce projet, mais pourquoi ? Parce qu'un acteur de qualité au niveau de l'investisseur. Et donc c'est quelqu'un qui est effectivement dans l'expertise du marché, l'expertise dans ses relations locales, mais l'expertise de la construction, ce qui finalement nous amène aussi sur le sujet, qu'est-ce qui est finalement la vraie problématique en Afrique aujourd'hui ? Oui, alors là aussi vous m'aidez dans la transition, puisqu'il nous reste 10 minutes dans ce panel. Alors évidemment, on a vu les opportunités, on ne va pas se limiter aux opportunités, on sait qu'il y a un certain nombre de difficultés à surmonter, il y a des choses qui ne vont pas aussi facilement qu'on l'imaginerait ou qu'on le voudrait. Et moi, j'aimerais vous entendre collectivement là-dessus, et en particulier sur les problématiques qui touchent au financement. Parce qu'on peut tous se dire, on peut faire des très belles études, on ne s'en prive pas, on peut imaginer un futur brillant, même dans des marchés tendus, on peut avoir confiance dans ces marques et dans ces segments. Quand il s'agit de financer le projet, d'avoir le chèque, de déclencher, etc., on est souvent face à des difficultés. Donc, sur une première thématique de difficulté, je voudrais vous entendre sur la question du financement et du rôle particulier des banques de développement dans le financement. Je pense que le problème avec le banque de développement, c'est qu'il y a toujours le risque de currency, il y a toujours le risque Sauf en zone CFA. Oui, je suis en train de parler pour la zone Nord-Afrique, pour moi. Mais en fait, il y a toujours une garantie qui doit faire que ce financement est beaucoup plus cher. Donc nous, on essaie de retourner les choses. On se concentre beaucoup plus sur des investisseurs locaux qui sont intéressés d'investir dans leur propre pays. Et c'est quelque chose qui marche très bien pour nous. Ils lèvent la dette localement. Exactement, voilà, exactement. Donc soit des fonds, soit des dettes en fait. Et pour faire justement cette comparaison de stratégie vis-à-vis du groupe Radisson, nous on a été dans un accompagnement qui est beaucoup plus long,
est beaucoup plus lent, mais finalement qui a matérialisé sur le temps grâce justement aux nombreux hôtels qu'on a aujourd'hui en ouverture ou en construction. Mais on a finalement structuré ces ensembles de projets entre une banque de développement ou une banque locale, entre finalement l'investisseur qui est porteur du foncier ou qui n'est pas toujours porteur du foncier, et finalement l'ensemble des consultants architectes derrière. Et c'est un peu ça finalement la réalité de l'Afrique. Si on compare dans d'autres marchés matures ou même qu'on compare le Moyen-Orient, l'Afrique nécessite énormément d'accompagnement et de structuration derrière. Donc finalement, ce n'est pas notre rôle premier, mais aujourd'hui, c'est le rôle qu'on prend en Afrique. C'est le rôle qu'on veut prendre d'accompagner et finalement d'amener chacun derrière. Mais quand on parle du financement, moi, la question que j'ai envie de poser, c'est plutôt finalement si on n'est pas en train d'un peu de dire c'est la poule ou l'œuf derrière. Parce que finalement, la banque va dire on a besoin d'un contrat de gestion pour s'assurer des garanties de performance. Mais derrière nous, en tant que gestionnaire, on a besoin du financement pour s'assurer de la réalité du projet. Donc comment finalement on arrive à créer ce dialogue? C'est vrai que le financement est l'un des premiers freins au développement, essentiellement sur l'Afrique francophone, autant sur le Maghreb, on a moins cette problématique-là. On est sur un marché un peu plus mature, avec un risque de change un peu moins important. Et c'est ce qui a poussé aujourd'hui Accor à être l'initiateur de la création d'un fonds d'investissement hôtelier africain dédié à l'Afrique subsaharienne, en partenariat avec un partenaire qatari. On a la chance aujourd'hui d'avoir le CEO et CIO de Cassada, qui est avec nous aujourd'hui et que vous découvrirez demain en panel. Et ça a été l'une des réponses qu'on a apportées pour contrecarrer cette problématique, qui est pour moi la première problématique que nous rencontrons dans notre développement en Afrique de l'Ouest. Oui, donc il y a des réponses, des outils adaptés à trouver pour faciliter une situation qui est quand même pas toujours évidente. Donc bien s'appuyer sur les écosystèmes locaux et le cas échéant faire des partenariats avec des banques de développement qui viennent en soutien, hein, que ce soit Afreximbank ou d'autres qui peuvent venir pour la moitié de l'investissement ou de la dette levée. Alors, c'est vrai aussi, l'un des facteurs qui va faciliter l'accès au financement, c'est aussi le professionnalisme qu'on a autour du projet. C'est-à-dire un bon projet, une bonne localisation, le bon partenaire, mais aussi une bonne équipe projet en termes de consultants sur la partie études de marché, une bonne assistance technique que les opérateurs apportent justement. Et lorsque les banques voient en face d'elles un projet qui est professionnel, qui est de manière très carré en termes de structure, généralement ça peut aussi faciliter. Et c'est pour ça qu'on pousse énormément nos partenaires à se structurer dès le départ pour avoir un projet de qualité. Alors ça c'est très important, c'est vraiment le message qu'adressent les opérateurs aux propriétaires, aux futurs investisseurs, c'est la structuration d'une équipe projet. Mais là aussi, c'est pas forcément simple de structurer une équipe projet, c'est une route longue et difficile. Moi j'avais deux questions à ce sujet-là. La première c'est comment avoir accès aux compétences, et notamment à travers vos structures, qu'est-ce qu'elles peuvent offrir et comment elles peuvent rassurer les propriétaires en matière d'approvisionnement, de solutions, etc., etc. En fait, nous, dans notre cas, on a un système technique qui est très présent avec les propriétaires. On pousse vraiment les limites pour vraiment assister le propriétaire pour vraiment pouvoir planifier un bel hôtel. Et donc, quel est le genre d'aide que nous pouvons faire? C'est à travers les différents projets que nous avons faits. Il y a beaucoup de consultants avec qui nous avons déjà travaillé, qu'on peut recommander ou en discuter, ou même pouvoir aider le propriétaire à comprendre les compétences qu'il a besoin sur le projet. Parce que je fais toujours l'allusion, si on a une Mercedes, on ne va pas chez un mécanicien BMW pour la réparer. Et là, c'est la même chose avec les consultants qui vont aider à la planification. C'est très important d'avoir une équipe qui est vraiment spécialisée hôtel. Et avec ça, nous pouvons aider à trouver les gens qui ont fait un produit vraiment super pour nous déjà. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus spécifique sur les services que vous proposez aux propriétaires ou aux futurs propriétaires et notamment dans quelles conditions ils peuvent être source d'économie pour le projet? Je pense que le premier service, c'est le rôle de développeur avec le promoteur immobilier, de lui dire, de l'orienter parfois vers le select service ou bien un hôtel 4 étoiles au lieu d'un hôtel de luxe. C'est le duty of care, c'est vraiment penser qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans quand l'hôtel ouvre. Est-ce qu'il y a vraiment un marché de luxe, un marché 5 étoiles? Parce qu'on voit toujours l'ego, surtout en Afrique,
sur des projets, ils veulent toujours faire le meilleur projet, le 5 étoiles, le luxe. D'abord, c'est le premier rôle. Deuxième, c'est expliquer et accompagner le promoteur, l'investisseur, pour bien mettre en place son équipe technique. Parce que le plus grand risque aujourd'hui pour l'hôtellerie pendant la construction, c'est le development risk, c'est le risque de construction. C'est au lieu de 3 ans, c'est 5 ans, c'est les coûts. Après, on dit que c'est les banques qui sont difficiles. Les banques, je pense, elles ont toutes de mauvaises expériences. Parce que les investisseurs, ils n'avaient pas d'expérience, ils n'avaient pas de bonne expérience et ils ont tous souffert pendant des... Est-ce que, par exemple, le recours à un contract manager est une solution que vous recommandez? C'est quelque chose même qu'on arrive aujourd'hui à un stade, et pour revenir, bon, je pense qu'on est tous ensemble ici d'accord, le fait d'avoir une équipe technique, d'avoir une charte graphique et des impositions, on va dire, en termes de conformité, mais au-delà de ça, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, et principalement en Afrique, il y a cet accompagnement qui est fait à travers, que ce soit des project managers qui sont capables d'amener une certaine compétence et une certaine rigueur, parce que je pense que c'est important de créer ça. Mais ce que, encore une fois, sur la référence que je disais avant de l'accompagnement, nous, aujourd'hui, ce qu'on fait principalement en Afrique, c'est quasi même d'imposer, pour la question de chiffrer, de valoriser un projet, du design and build. Et donc, on est capable d'amener à un investisseur une solution de construction dès le départ sur l'ensemble du projet. Et finalement, voilà, après derrière, avec la banque d'investissement qui soutient, mais c'est un projet qu'on est capable de faire en 24 mois, au lieu, comme Carrie disait, de potentiellement 4 ou 5 ans. D'accord, d'accord. J'avais, et on verra s'il reste peut-être 1 ou 2 minutes pour des questions, mais en tout cas j'avais une toute dernière question pour le tour de la table, parce que c'est toujours quelque chose qui intéresse les gens. Si chacun de vous devait, avec son propre argent, mettons des moyens illimités, personnels, développer un hôtel en Afrique francophone, il serait où et ça serait quoi? Je vais commencer comme ça, on fera la ligne. Moi, pour être très franc avec vous, je pense que ce n'est pas pour le mérite d'être au Maroc, mais je dirais Casablanca, parce qu'on a parlé énormément de Casablanca en étant finalement le pied d'entrée régional africain, mais aussi finalement la connexion de l'Europe et de l'Afrique. Et Casablanca, je ferais en finale un hôtel-appartement sous la marque Radisson Blu de Radisson, parce que je pense qu'effectivement, il y a une demande et il y a un manque dans le marché. Et je pense que Casablanca a véritablement son potentiel de grandir. Donc ce serait là où je mettrais l'argent. Et pourquoi un appart-hôtel? Parce que sa capacité de rendement, mais aussi parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose où je suis capable de le faire sur du long terme et du court terme. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'aussi on recommande énormément l'appart-hôtel. Voilà qui a le mérite d'être clair. Ferras. Pour mon côté, je me concentrerai sur des marques, parce qu'en fait, historiquement, on a toujours voulu faire le meilleur, les 5 étoiles, etc. Il y a un manque de 4 étoiles dans beaucoup de marchés dans le nord de l'Afrique. Si moi, je devais faire un investissement hôtelier, je me concentrerais sur plusieurs sites et de pouvoir travailler avec un opérateur pour faire des économies d'échelle sur plusieurs sites avec des hôtels 3-4 étoiles dans des villes denses comme Casablanca, Rabat, Tunis, etc. Donc voilà. Un système d'hôtels, un petit réseau d'hôtels, select service au Maroc là aussi. Ouais. Reda? Alors c'est vrai que le concept de combo est assez pertinent parce qu'il permet de gagner sur des synergies et on le voit sur nos sites de Dakar, de Tunis, de Casablanca, c'est assez efficace en termes de fonctionnement. Si dans l'exercice que vous me donnez, ce serait Casablanca parce que c'est aujourd'hui l'une des villes où on prendrait le moins de risques en termes de potentiel, de retour sur investissement et l'un des éléments clés en termes de tendance d'avenir, c'est le lifestyle. Aujourd'hui, on le voit, c'est une tendance qui se développe énormément. Et le groupe Accor a été très très actif dans ce domaine pour développer un certain nombre de marques ou les acquérir avec du Mama Shelter, avec du 25 Hours, avec la marque So, avec les marques américaines comme Mondrian, Hyde. Et je pense que c'est l'avenir de l'hôtellerie, c'est le lifestyle. Je suis sûr que les Casablancais adoreraient ça en plus. Ça marcherait très bien. Il y a peu de doute. Karim. Je commencerai par Casablanca, assez Marriott, Loft, mais si j'aurais beaucoup d'argent, je ferais plus d'autres destinations. Bon. Merci infiniment pour ces conseils précieux. Je crois qu'on arrive au terme de ce panel avec un timing relativement sharp. Donc, écoutez, merci à tous, merci de votre écoute attentive.